Voilà, donc bonjour à tous, Stéphane Teboul, conseiller en gestion de patrimoine, installé et en France et en Israël. Et en l'occurrence, aujourd'hui, il s'agit de traiter le contrat de capitalisation versus l'assurance vie. L'assurance vie, c'est très 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 connu, mais en réalité, on est à un moment donné sur des montants importants un peu limités en termes de transmission. Donc on a Alors, voilà, on va y arriver. On a le petit cousin qui s'appelle le contrat de capitalisation. Il faut vous dire que pour les compagnies d'assurance, ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que c'est une enveloppe fiscale et dans cette enveloppe, on retrouve les mêmes fonds, on retrouve les mêmes frais de gestion, on retrouve strictement tout pareil, sauf la fiscalité en cas de décès qui est vraiment différente. Voilà, donc une enveloppe financière disponible chez tous les assureurs, très proche de son cousin assurantiel et qui, à mon avis, apporte quelques avantages en termes de droits de succession et de fiscalité pour les particuliers. Et il y a quand même une petite notion à avoir en tête, c'est que le contrat d'assurance vie est strictement réservé à des personnes physiques. Donc, le contrat de capitalisation convient également pour les personnes morales que sont les entreprises. Et c'est a priori beaucoup plus rentable que les SICAV monétaires. Voilà, donc en gestion, je vous l'ai dit, on retrouve les mêmes supports. La liquidité est parfaite. On peut récupérer son argent quand on le souhaite. La fiscalité est strictement la même. Voilà, et j'aime bien moi l'utiliser en complément du contrat d'assurance vie. Donc, voilà l'assurance vie. Pardon, voilà. Donc l'assurance vie, vous avez quelques époques dans les contrats d'assurance vie. Tout d'abord, des vieux contrats souscrits avant le 13 octobre 98. Donc ceux-là, en gros, en règle générale, on n'y touche pas. On n'y touche pas parce qu'il y a une exonération des capitaux transmis. Donc tout ce qui a été fait avant le 20 novembre 91, on a une exonération totale des capitaux transmis. Par contre, la plupart des contrats d'assurance qu'on connaît, qu'on rencontre et qui ont été bâtis dans les 30 dernières années à peu près, ont un petit avantage s'ils ont été souscrits avant 70 ans, puisque ils rentrent dans le 990i. Et le 990i, je dois vous le présenter probablement juste ici. C'est-à-dire qu'on a un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, tout contrat confondu. J'ai bien dit par bénéficiaire. J'ai pas dit par enfant. J'ai pas dit par héritier. Donc, par bénéficiaire, on peut avoir évidemment un conjoint, évidemment des enfants, mais on peut avoir des petits-enfants, on peut avoir des neveux, des nièces, une organisation auquel on tient tout particulièrement. Donc, comprenez bien que souscrire un contrat d'assurance vie avant 70 ans amène un avantage de transmission, puisque jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire, il n'y a aucun droit à payer. Uniquement, quand même, la CSG, CRDS sur les plus-values. Par contre, entre 152 000 et 852 500, toujours tout contrat confondu, là, on a une taxation qui m'apparaît en tant que Français raisonnable, puisqu'elle est de 20%. Il faut savoir qu'en Israël, on n'a pas de droit de succession, mais ça, c'est un autre sujet. Et si on dépasse les 852 500 euros par bénéficiaire, eh bien, on a un taux de taxation de 31,25. Donc, comprenez bien que, avant de compliquer les choses, mon premier réflexe, c'est de bâtir des contrats d'assurance vie. Parce que c'est simple, c'est facile à comprendre et qu'on a une exonération. Donc on est marié, on a trois enfants, on a déjà gentiment 600 700 000 euros qui sont totalement exonérés de droits de succession. Par contre, quelquefois les patrimoines sont supérieurs et dites-vous bien une chose, c'est que avec tous mes petits camarades d'Experalia, on indique que lorsqu'on fait son allié en Israël, a priori, il faut laisser le moins possible de biens en France, le moins possible,
parce que notamment la taxation de l'immobilier est beaucoup plus lourde en France qu'en Israël ou que même partout dans le monde. Je crois qu'en taxation de l'immobilier, la France est au taquet. Ça doit être le pays qui taxe le plus. Donc effectivement, j'ai pas dit à la seconde où on s'en va. L'immobilier, c'est compliqué, mais il faut se donner un plan et petit à petit, au fur et à mesure que les locataires s'en vont, vendre son immobilier. Et effectivement, derrière, il est possible qu'on dépasse ces 152 500 euros par bénéficiaire. Et c'est là que le contrat de capitalisation peut présenter un avantage. Je vais vous parler quand même du 757B. Ça présente pas un gros intérêt. C'est lorsque on a plus de 70 ans et qu'on décide de rentrer dans un contrat d'assurance vie. Pour autant, la presque totalité de ce qu'on verse est taxée au droit de succession. J'ai bien dit quand on a plus de 70 ans et on a juste 30 500 euros d'exonération. Par contre, tout ce qui est supérieur à 30 500 euros subit des droits de succession. Je vous donne un exemple. Vous mettez 400 000 euros sur un contrat d'assurance après 70 ans. Il y aura, quoi qu'il arrive, et quel que soit le moment, euh, 400 moins 30 000, 370 000 euros qui seront taxés en droit de succession. Mais il y a un gros avantage. Si les primes rentrent dans l'assiette des droits de succession, les intérêts sont exonérés. Donc dites-vous bien que si vous avez mis 400 000 et que 15 ans après, 20 ans après, sans avoir beaucoup utilisé ce contrat, il y a eu des plus-values importantes et que vous avez 700 000 euros à transmettre, eh bien, la différence entre les 400 qui ont été mis et les 700, donc 300 000 euros d'intérêt sont totalement exonérés de droits de succession. Et comme je vous l'ai indiqué, les sommes versées après 70 ans, moins 30 500 euros, seront taxées. Alors, si les 152 500 euros par bénéficiaire sont dépassés ou le seront au moment du décès, même si le fonctionnement ressemble à s'y méprendre à un contrat d'assurance vie, le contrat de capitalisation, lui, ne garantit pas le risque lié à la vie du souscripteur. Il n'y a aucun avantage de transmission. Mais, mais, on donne la plupart du temps une partie, enfin, ou plutôt on démembre le contrat de capitalisation, et dans ce contrat de capitalisation, comme dans l'immobilier, comme dans beaucoup de choses dans la vie, on a une partie qui s'appelle la nue propriété, à qui appartient le bien, et on a une partie qui s'appelle l'usufruit, et qui est la rentabilité de ce contrat, la gestion de ce contrat. Donc, par exemple, en immobilier, vous avez un exemple qui s'appelle le viager, qui fait que vous pouvez vendre votre bien immobilier, mais vivre dedans jusqu'à votre décès. Et le nu propriétaire qui vous a donné des sous, soit au départ, soit tout au long de votre vie, lui, au moment du décès, récupérera la pleine propriété du bien, puisque l'usufruitier n'est plus là. Eh bien, c'est la même chose dans un contrat de capitalisation. On peut donner à des enfants une certaine somme qui correspond à la nue propriété du contrat et vous gardez l'usufruit. Ça veut dire que pendant toute la vie du contrat, le papa du contrat, c'est vous. Les enfants n'ont strictement rien à dire, n'ont aucun droit sur le contrat. Vous prenez la rentabilité du contrat, les intérêts. Vous pouvez même aller chercher du capital si une année, tous les 4, 5, 6 ans, on a une mauvaise année boursière et qu'effectivement, on n'a pas de rentabilité sur ce contrat, ben, c'est pas grave. Vous prenez sur le capital. Une chose est sûre, au moment du décès, le capital ira au bénéficiaire désigné, qu'il y en ait un ou plusieurs, en exonération totale de droits, puisqu'il n'y a pas de succession. Comprenez qu'avec un contrat de capitalisation démembré, vous avez juste, allez, on va parler de moi comme ça, je vous parlerai pas de votre décès, mais du mien, ça me gêne pas, ça arrivera bien un jour. Eh bien, le jour où je partirai, on va regarder qui est le bénéficiaire, le nu propriétaire du contrat, et on va simplement enlever mon nom et mon prénom du contrat. Et donc, le contrat appartiendra, s'il n'y a qu'un bénéficiaire, au
pas qu'un bénéficiaire, pardon, on n'est plus en assurance vie, appartiendra au nu propriétaire qui du jour au lendemain deviendra plein propriétaire. Il n'y a même pas rupture de contrat. Le contrat continue normalement, mais avec une personne de moins, moi. Voilà, donc aujourd'hui, sachez qu'on peut donner 100 000 euros par donateur et donataire en ligne directe, mais ces 100 000 euros ne correspondent pas aux 100 000 euros du contrat d'assurance. Rappelez-vous bien, ils ne correspondent qu'à la nue propriété du contrat. Voilà. Alors, il y a quelque chose de très très important, c'est que euh, le, le contrat de capitalisation permet de purger le gain latent sur le contrat. Il faut que vous sachiez que, alors là, c'est un tout petit peu plus compliqué à comprendre. J'ai dû effectivement vous proposer un exemple. Les héritiers ne sont pas redevables de l'impôt, ça vous l'avez compris, sur les gains du contrat réalisé avant la succession, tout en conservant l'antériorité fiscale du contrat. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez mis 200 000 euros sur un contrat d'assurance. Au moment du décès, on retrouve 300 000 euros. Le nu propriétaire va devenir plein propriétaire de 300 000 euros sans avoir à payer d'impôt sur les gains réalisés, c'est-à-dire les 100 000 euros qui auront été gagnés par le contrat entre les 200 000 que vous aviez versés et les 300 000 qu'on retrouve au moment du décès. Je peux vous dire que c'est un sacré cadeau fiscal et qu'il n'y a pas d'autres cas de figure en France, pas d'autres contrats qui permettent de faire ça. Voilà l'exemple que je voulais donner. Donc, on ne va pas trop compliquer les choses. Alors, quand souscrire un contrat de capitalisation? Bah, vous l'avez compris, quand on a déjà bénéficié des 152 500 euros et qu'on les a dépassés. Donc, c'est un complément du contrat d'assurance vie. On accueille des fonds démembrés aussi. Il est possible que vous ayez déjà un appartement qui soit donné en nue propriété de longue date à vos enfants et vous en aviez l'usufruit. Et puis à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment beaucoup trop d'impôts. Vous encaissez 1 000 euros par mois, 12 000 euros par an de loyer, mais vous payez la taxe foncière, vous payez de l'impôt sur le revenu, vous payez des prélèvements sociaux. Bon, ça commence à représenter quand même un peu beaucoup. Vous payez de l'IFI, de l'impôt sur la fortune immobilière, des travaux quand il faut en faire, quelques trous entre deux locataires quand un locataire s'en va et qu'il faut le remplacer par un autre, et de temps en temps, il faut donner un coup de propre. Donc, vous vous rendez compte que à un moment donné, c'est plus très rentable, et surtout, ça serait taxé, ça pourrait être taxé de manière trop importante pour vous. Donc, si vous vendez ce bien, une partie appartient déjà aux enfants et une partie vous appartient en usufruit. Vous avez deux possibilités. Soit vous n'avez pas besoin d'argent et vous dites, bah, les enfants prennent leur partie, leur nue propriété, et moi je prends la partie qui correspond à l'usufruit, dont acte. Soit deuxième possibilité, vous transférez l'argent qui était déjà démembré entre la nue propriété et l'usufruit vers un contrat de capitalisation démembré dont l'enfant ou les enfants auront la nue propriété et donc aucun droit de succession à payer au moment du décès, et vous-même, vous conservez l'usufruit, c'est-à-dire que au lieu de percevoir un loyer, vous allez percevoir des intérêts d'un contrat, probablement, enfin on espère, un peu plus que des loyers, puisque les loyers en Israël sont pas très élevés. Il y a surtout de la plus-value en Israël, mais les loyers sont pas très lourds. Rachel, aide-moi un petit peu, c'est pas trop ma partie, l'immobilier en Israël, mais je pense que c'est 2,5% de loyer. Ça dépend des zones, hein, Stéphane. Comme tu le sais, sur Tel Aviv, c'est 2, 2,5. Tu as des endroits où tu peux avoir quand même du 3 ou du 4. Il y a également Patrick Ménache avec nous qui s'y connaît très bien en immobilier. Patrick, tu veux rajouter aussi ton point de vue? On parle d'Israël, l'immobilier en Israël. Alors il Faut faut, activer le micro, hein, Patrick.
en bas à gauche. Donc, les 2,5% représentent quoi, tu disais? Le Non, loyer je par disais, rapport à la Patrick, valeur là, du bien. le rendement Rendement. sur l'immobilier, c'est-à-dire que tu as des zones où le rendement sur l'immobilier, donc à Tel Aviv, on te parle des loyers là, est relativement faible. Tandis que tu as des zones, si tu veux, qui sont un peu plus excentrées, où tu peux avoir un rendement immobilier un peu plus élevé, Stéphane. Ça dépend quand tu as acheté le bien, et ça dépend dans quel état ça se trouve, et ça dépend de la situation Oui. politique aussi. Je veux dire, pour l'instant, je veux dire, 2,5, c'est peut-être beaucoup, mais dans le futur, dans une situation normale, 2,5, 3% est un chiffre normal. Il ne faut OK. pas oublier qu'il y a 10% de taxes à payer également, comme Oui, taxes mais immobilières. c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose, 10%. En France, on a une rentabilité qui est légèrement supérieure, c'est ce que je voulais vous dire. C'est plutôt 3,5, 4%, mais on a une fiscalité qui est assez lourde, puisque on atteint très facilement les 50%. Voilà. Donc, à un moment donné, si on en a assez de devoir gérer des locataires à distance, si on en a assez de devoir faire des travaux à distance, si on en a assez de payer des impôts à distance, puisque j'interviens moi dans le cadre d'Experalia, donc on va supposer qu'à un moment donné, vous vivez en Israël, eh bien, la plupart du temps, on vend ces biens qui sont en France et on espère 4% moins 50%, 2% de rentabilité nette après impôt, on espère obtenir quand même plus, voire même beaucoup plus, dans un contrat d'assurance vie ou un contrat de capitalisation. Voilà. Alors, il y a également, je l'ai évoqué un tout petit peu, mais les personnes morales, donc toutes les sociétés, on peut placer la trésorerie d'entreprise sur un contrat de capitalisation. Je passe très très vite parce que c'est pas forcément le sujet. Il faut juste se souvenir que le seul moyen de fonctionner en entreprise, c'est ou des comptes à terme, mais c'est assez limité et les taux vont avoir tendance à baisser prochainement, ou effectivement des bons contrats de trésorerie d'entreprise.